Destiné à l'enseignement du droit, Jean-Claude Rivet-Bifurque devient en 1967 secrétaire particulier de Jean Lesage, puis conseiller de Robert Bourassa. Député de Jean Talon de 1979 à 1985, il préfère ensuite retourner à ses fonctions de conseiller du premier ministre. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Rivet. Bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. Alors, vous êtes devenu député. Vous n'êtes plus au bureau nécessairement du chef. Et comme je disais ironiquement, moi qui avais toujours été au bureau du chef, devenir député, c'était recommencer au bas de l'échelle. On ne parlera pas de salaire. Non. Mais comment avez-vous participé au référendum à ce moment-là? Parce que vous étiez un peu quand même assis sur deux chaises, veux pas. Bien, comme au référendum de 80, évidemment, dans la région de Québec ou même de l'Est du Québec, tous les députés, c'était des députés du Parti québécois, à peu près. Il y avait Michel Pagé dans Port-Neuf, puis mon autre voisin de comté, c'était Gérard Delévesque dans Bonaventure. C'était à peu près. Puis Robert Lamontagne dans Robertval. Mais tous les autres. Alors, comme j'étais plus jeune aussi, bien sûr, j'ai fait à peu près tout ce qu'on peut imaginer de déjeuner, de brunch dimanche matin dans les associations de comté en Beauce, en Mauricie, dans le Bas-Saint-Laurent, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, etc. J'ai tout fait, l'Estrie. Et puis après, comme j'avais une certaine facilité naturelle dans les milieux universitaires, dans les milieux des cégeps, ce que j'adorais. Alors ça, je suis devenu un peu... alors j'ai eu de la main. Alors, comme député, je me promenais drôlement dans tout ça. Et j'y allais avec... Puis je faisais beaucoup de médias aussi à l'époque. Toutes les émissions d'affaires publiques, je les ai fait pas mal là-dessus. Alors, c'était dans Jean Talon comme tel, c'était... Parce que les gens étaient... Dans mon comté, c'était relativement facile. La seule chose que j'avais notée, d'ailleurs, vous voyez, j'avais été élu par 6 000 voix de majorité, puis le nom dans Jean Talon, bon, je pense que c'était 4 500 ou quelque chose comme ça. Et j'avais noté ça sur le terrain. Il y avait, je me rappelle, ça m'avait frappé, un militaire à la retraite qui m'avait dit « Ah, Jean-Claude, tu fais une bonne job comme député, mais moi, j'ai dit, j'étais dans l'armée, là, tu sais, puis il faut pas affaiblir le Québec. Il dit, ça te fait-tu quelque chose? Il dit que je vais voter oui. Mais tu ne sois pas inquiète, à la prochaine élection, je vais voter pour toi. » Tu sais, alors, il y avait un glissement, en tout cas, dans cette population-là que je sentais par rapport à mon élection antérieure. Mais finalement, la campagne référendaire s'est déroulée comme on le sait, et finalement, ça a terminé. Il y avait une période aussi dans ces années-là où vous étiez devenu une sorte de spécialiste des partiels. Ah ouais, parce qu'il y en avait combien? Oui, on gagnait toutes les partiels. Je ne sais pas trop pourquoi le PQ perdait à ce point-là les partiels, mais on les gagnait même dans des comtés comme à Jonquière. On avait gagné une partielle, imaginez-vous. Le gouvernement du Parti québécois était là. C'était assez étrange. Je pense qu'on a gagné une dizaine de partiels. Et finalement, on a perdu en général. Alors, en 81, ça n'a pas été trop payant. Mais on gagnait effectivement mégantique. Alors ça, j'y allais beaucoup. Comme j'étais plus disponible, alors aller faire, à l'époque, c'était du porte-à-porte, etc. Il y avait aussi ce qui est devenu un sujet d'actualité des années qui ont suivi et au moment où on se parle, le financement. Parce qu'à travers les référendums, les élections partielles, etc., M. Ryan est arrivé au parti. La loi sur le financement des partis politiques venait d'être adoptée et c'est devenu une religion dans cette période-là. Tout ce qu'on a vu par la suite, là, ça s'est développé avec les années, mais à l'époque, c'était rigoureux. Là. Je me rappelle, on faisait le financement porte-à-porte dans Jean Talon, etc. On donnait un prix à chaque mes chefs de pauvre. Puis quand il arrivait, à un moment donné, il y avait toujours... des gens passaient, puis il y avait des chèques qui se faisaient. La compagnie, le type mettait ça sur sa compagnie, ce qui était un sacrilège. D'abord, c'était pas permis. Et là, il y avait branle-bas de combat parce qu'il y avait un chèque de 100 $ qui avait été... on retournait chez la personne. Tu sais, il y a une pratique qui était assez
en fait, qui correspondait à l'époque. Mais moi, alors, j'étais impliqué, bien sûr, dans cette dimension-là. Alors, ce n'était pas seulement l'esprit de la loi, mais la lettre de la Ah loi qui ouais, était ouais. Ben, respectée. ça a été respecté. D'ailleurs, moi, comme c'est assez curieux parce que j'étais député quand même pendant 7 ans, puis après ça, au Québec, on m'a jamais invité dans un cocktail bénéfice. Je suis jamais allé. Je sais pas si ça n'existait pas, ou bien ils ne voulaient pas me voir, peut-être, parce que j'avais pas de bonne réputation, moi. Les marchands, là, je les écoutais avec poli, parce que vous savez comment je suis poli. Ah. Mais ma réputation était faite, et on disait, pas arriver, ça n'occupera pas. C'est ce qui était tout à fait vrai. Vous savez, le non a gagné le référendum, mais le Parti québécois a été réélu. Oui, Et mais après, c'est ça. Ben, juste le soir du référendum, c'était assez incroyable. Quand M. Ryan avait fait un discours qui était pas très, qui était très, très, très hargneux, là, je sais oui. pas quoi. Fait que, puis après, mais je me rappelle au centre de congrès, c'était assez curieux. Je m'engage simplement à maintenir au cours des mois et des années à venir le climat de dialogue et de respect mutuel sans lequel la démocratie n'existe plus. Pourquoi 81, après ça, on a perdu les élections? Là, Oui. c'était des libéraux qui étaient là, au centre des congrès ici à Québec. Et puis, c'était moi, ce qui m'avait impressionné, c'était l'incroyable silence éminemment respectueux quand René Lévesque a parlé. Ah, Il n'y avait pas grand monde. C'était. Il y avait une espèce de. René Lévesque avait une espèce de communication, une dimension. Devant des libéraux, là, il n'y avait pas de. C'était incroyable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est arrivé après ça. Enfin, une des raisons, là, on l'a dit, que les Québécois, même s'ils n'avaient pas suivi René Lévesque dans son projet, avaient pour l'homme une très grande admiration. Il y a une espèce de correction qui est arrivée en 81. Puis après ça, bien, M. Ryan aussi, évidemment, avec sa personnalité. Tout ça, c'était. ça Et peut moi, j'ai être- été réélu dans Jean Talon. ouais. Mais vous avez parlé de la défaite de 81. Et vous avez dit que une partie du problème, c'est que le PLQ avait laissé tout le terrain sur la protection des pouvoirs du Québec vis-à-vis Ottawa au Parti québécois. Ils occupaient tout le terrain, vous l'avez laissé. Mais le PLQ, me semble, avait une plateforme politique que vous pouviez vraiment bien défendre à ce Les moment-là. Frobert, etc. Les veuves, c'est. Mais où est-il allé, cette affaire? A disparu. Après le référendum, il y a une espèce de prudence ou de réserve sur les questions constitutionnelles. Hein. Une espèce de. Les gens voulaient parler un peu d'autre chose, si bien que le discours de réforme de la Constitution, qui était le discours du Parti libéral du Québec, ou même le discours souverainiste, qui était celui du Parti québécois, est tombé un peu en réserve. Et là, il est arrivé toute la séquence de. On en a parlé, parce qu'après, il y a eu le 81, il y a eu le 82. Et là, c'est le rapatriement unilatéral de la Constitution. Là, ça a relancé tout le débat. Moi, en plus, j'étais critique. M. Ryan, évidemment, était le premier porte-parole en Chambre sur ces questions-là. Moi, j'étais le critique, j'étais le deuxième, là, derrière M. Ryan, sur les questions de réforme constitutionnelle. Alors, sur la question du rapatriement, le Parti libéral a été déstabilisé parce qu'il y avait beaucoup de tensions à l'intérieur. Parce qu'au Parti libéral du Québec, il y a toujours c'est un parti fédéraliste, mais il y a deux types de fédéralisme. Le fédéralisme canadien, qui est tout à fait respectable, et puis il y a un fédéralisme très québécois. Alors, ces deux sensibilités-là se sont heurtées, et une partie importante, avec des gens magnifiques, du caucus qui ont voté contre les résolutions de l'Assemblée nationale pour s'objecter au caractère unilatéral du rapatriement qui était par ailleurs proposé par M. Ryan. Alors, il y avait des tensions. Alors, c'était pas le temps là, de parler de réforme constitutionnelle. La réforme, c'était Trudeau qui menait le jeu. Et ça, c'est évidemment contre le Parti québécois, qui était au gouvernement, mais aussi contre le Parti libéral du Québec. Mais finalement, c'était la volonté de Trudeau, point à la ligne. OK. Mais même à ça, que pour le parti important qui était même en opposition, le PLQ, de laisser tout le terrain au Parti québécois, ça a surpris beaucoup de monde, là.
On dit Après- même après que le M. référendum. Ryan a laissé tomber le livre beige. C'est que M. Ryan avait perdu l'élection. Et M. Ryan ne faisait pas partie là, si vous voulez, de la culture du parti. Il a été greffé pour les fins du référendum. Hein. C'était pour ça que les libéraux sont allés le chercher, parce qu'ils disaient, ben, pour le référendum qui s'en venait après le départ de M. Bourassa, ça nous prend quelqu'un avec une envergure intellectuelle, faire le débat avec René Lévesque. Et c'est même que M. Ryan a été sollicité puis a accepté de venir en politique. Mais quand tu as perdu l'élection, un chef qui perd, son agenda, là, il ne peut plus l'imposer tellement au parti et aux militants. Et les gens, dans les partis, ça fait partie de la réalité politique, là, vraiment sur le terrain, pensent beaucoup plus à la suite après le chef que de définir des positions, etc. Alors, effectivement. Et même le Parti québécois aussi, après le 82, sont tombés dans une crise sociale extrêmement importante au niveau des finances publiques, etc. Et avec des situations. Donc, la question constitutionnelle a été pour essayer. C'est vrai qu'elle a été évacuée par le Parti libéral, mais aussi également par le Parti québécois. Et c'est vraiment... Et ça a repris, bien sûr, parce qu'on a été en 82, mais il y a quelque part, il y avait un certain Brian Mulroney qui faisait un discours à Sept-Îles et qui venait d'être élu chef du Parti conservateur. Et là, ça annonçait des jours qu'on connaît bien. En 83, Robert Bourassa est revenu à la tête du Parti libéral du Québec, quelque chose qu'il aurait pensé presque impossible en 1976. Avez-vous travaillé avec lui pour planifier ou pour réussir son retour? À ce moment-là, moi, évidemment, dans cette période-là, j'étais député. Donc, je le voyais peu. Alors, non, je lui parlais à peu près une fois par mois, de temps en temps, parce que je faisais partie de son réseau, j'imagine, de téléphone. Alors, il m'appelait simplement pour avoir placoté comme ça, sans aucune espèce d'intention. Non, bien évidemment, ce qu'il a... M. Ryan démissionne, etc. Qui d'autre? Alors, il y avait Gérard Delévesque qui avait eu un certain très grand succès parce que les gens commençaient à regarder, mais Gérard Delévesque n'avait pas aucune espèce d'ambition de cette nature-là. Raymond Garneau, qui était évidemment aimé et respecté par tellement de militants. Et puis, il y avait Robert Bourassa. Mais Robert Bourassa, évidemment, son retour, tout le monde l'a vu. C'est qu'en dès 1976, il y pensait, je crois. Et il avait maintenu son réseau de contacts. Et le Parti libéral était resté très bourrassiste, si vous voulez, parce que M. Ryan n'avait pas eu le temps ni l'occasion d'imprimer sa marque, comme un chef finit toujours par le faire. Et d'autant plus qu'il y avait eu une défaite, le référendum, une défaite électorale. Mais le militantisme et les structures du parti à l'échelle du Québec étaient encore des gens qui avaient été là à l'époque de M. Bourassa. Donc, il y avait beaucoup et surtout qui entretenaient des rapports très étroits avec son monde, avec les militants de chacun des comtés, enfin des comtés, des présidents. Alors, ça, c'était une chance pour lui. Deuxième chose, c'était de pouvoir penser à revenir éventuellement, même si c'était assez invraisemblable au lendemain de 1976. La deuxième chose, c'était l'incident de la baie James, où on avait omis de l'inviter et que M. René Lévesque s'en était excusé, avait pris le téléphone lui-même, il avait invité M. Bourassa. Et M. Bourassa est arrivé seul sur le chantier de la baie James, et là, il y avait une espèce d'accueil triomphal à la cafétéria par les travailleurs de la baie James. Ça avait réhabilité considérablement. Et troisièmement, M. Bourassa, auprès des militants, avait participé, parce qu'il était un peu persona non grata auprès de M. Ryan, comme Pierre Bourgault l'était auprès de René Lévesque. Alors, Bourassa et Bourgault ont fait leur propre tournée, qui avait un certain impact médiatique, mais sur le plan de la campagne référendaire de 80. Et ça avait très vraiment plu aux militants libéraux, disant M. Bourassa se réimplique, etc. Puis il rencontrait les gens, bien sûr, à ce moment-là, à l'échelle du Québec. Alors, quand le problème s'est posé, alors à ce moment-là, M. Bourassa a décidé de revenir. Et là, c'était relativement facile, finalement. Mais c'était loin d'être sûr, parce que dans l'opinion publique, là, il disait Bourassa 2, là, tu sais, c'était
pas évident. Alors là, avec, à l'époque, Mario Bertrand et d'autres qui ont travaillé très, très fort, Fernand Lalonde, Journal Foubard, les proches de M. Bourassa, au fond, on a bâti le concept de l'équipe et on a recruté de nouveaux candidats. Bâtir une équipe là, solide, qu'on a... alors, des gens comme Paul Gobet, Pierre McDonald, Vallerand, etc. Alors, l'idée, c'était de dire, oui, Bourassa 2, peut-être, enfin, il y avait beaucoup de gens qui ont des raisons, mais il y a une bonne équipe. Et ce message-là a très bien passé. Et il y avait, bien sûr, tout le temps des facteurs de conjoncture en politique qui existent toujours. Oui. Évidemment, le Parti québécois s'était désintégré à la suite du départ de M. Lévesque et des 7-8 années de pouvoir. Alors, il était en période de reconstruction, donc tout était favorable. Vous étiez à l'Assemblée nationale en mai 84, quand Denis Lortie est venu et tué 3 personnes, blessé 13 autres. Parlez-nous de cette journée-là. Moi, en fait, c'est une journée assez que je me rappelle parce que c'est moi qui devais présider. Parce que j'étais vice-président de la Commission des institutions. Denis Vaugeois était le président et Denis ne pouvait pas être là le matin. Et on siégeait dans l'enceinte de l'Assemblée à 10 heures, au moment où les choses sont arrivées. Donc, je devais présider l'Assemblée quand on y pense, à ce qui est arrivé. Et j'étais au parlementaire prenant un café avec il y avait M. Parizeau puis Marc-André Bédard. Quand on a commencé à entendre des bruits, parce qu'il est rentré, là, il tirait par terre avec sa mitraillette, etc. Et on s'est évidemment, avec tout le personnel, c'était la panique générale. Et il est monté à l'Assemblée. Alors, c'était un moment absolument irréel, là, mais totalement blessant. Et je regarde encore j'ai pas eu de problème, mais c'est très curieux parce que c'est 3 ou 4 ans après que je me suis mis à rêver à la chose. Pas sur le coup, c'est bizarre, hein? Mais évidemment, avec les personnes qui sont décédées, les gens qui ont été blessés, c'était traumatisant. Puis ça reste, hein? Oui. Et vous savez que ce personnage-là s'est réhabilité complètement. Hein? C'est assez incroyable. Mais enfin, on voit aussi presque maintenant, avec les médias sociaux, ce genre de comportement se produit quasiment toutes les semaines, hein, à travers le monde. René Lévesque quitte la présidence du Parti québécois, puis Johnson déclenche les élections. Vous n'étiez pas candidat pour cette campagne-là. Pourquoi? Vous auriez certainement été au Conseil des ministres avec la... Je n'étais pas dans... Ça m'intéressait plus ou moins d'être ministre. Tout au moins que plus, d'ailleurs. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que M. Mulroney avait été élu en 84. Et bon, M. Bourassa en 83. Bon, M. Bourassa et M. Mulroney, évidemment, se parlaient. C'est 2 très grands artistes du téléphone. Alors, puis se voyaient à l'occasion. Alors, M. Mulroney était premier ministre. Bon, puis en fait, c'était quasi certain que M. Bourassa était pour... Enfin, que le Parti libéral du Québec était pour gagner. Et M. Mulroney avait fait son discours de Sept-Îles sur la Constitution de 82. Puis le Parti québécois était en reconstruction, donc il y avait une conjoncture extrêmement favorable. Et M. Mulroney, très sincèrement, voulait corriger le fait que que le gouvernement du Québec n'ait pas adhéré. Alors, il avait lancé son projet, au fond, de permettre au Québec de signer, d'adhérer formellement au texte constitutionnel de 82. Mais il mesurait tous les risques. Et Dieu sait qu'il y en a eu, quand on voit ce qui est arrivé à Meetiah et en 95. Alors, il ne voulait pas se lancer dans une opération publique là, de conférence constitutionnelle à grand spectacle. Il avait dit, on va voir si on a une chance. Quelle était l'opinion des gouvernements à travers le pays. Et il a dit, on va faire ça très secret et on va consulter les gens. Alors, il dit, moi, je demandais à Bernard Roy, qui était son chef de cabinet, et une autre personne à son cabinet. Et puis, il dit, tu te voir quelqu'un, et puis qui pourra faire le tour du pays avec les équipes de fonctionnaires, etc. Alors, M. Bourassa, il dit ça, bien, il faut trouver quelqu'un. Bien, je dis, c'est moi. Et la règle, c'était que les fédéraux faisaient leur propre tournée, nous faisions la nôtre.
Et puis, on se voyait d'un l'autre pour dire, bon, voici, dans telle province, ils ont tel type de problème, tel... Mais vous savez, c'était un peu curieux parce que quand on arrivait, puis on arrivait à Saskatoon, là, je ne sais pas trop, puis on leur disait que le Québec avait pas adhéré. Pardon? Ah oui, 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 c'est vrai. Pour nous, c'était un problème majeur, mais pour l'opinion publique canadienne, c'était un fait divers qu'ils avaient presque oublié. Pour nous, c'était très important. Il fallait les convaincre. Et c'est des politiciens, tout ce monde-là, hein? Et de réembarquer dans ce bateau-là, c'était loin d'être facile de les convaincre. Alors, c'est pour ça que je ne me suis pas représenté. Je préférais être dans les... Je pense que je rendais plus service à M. Bourassa et au gouvernement en faisant ce type d'activité que d'être un ministre. Là. Oui, même si ça aurait été intéressant pour vous après non, avoir fait... Non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ben, quand, comme je dis, de façon très prétentieuse, quand on était au bureau du premier ministre, là... Il est vrai. Ben, non, je ne sais pas, c'est une blague, mais c'est que... Non, c'était pas mon métier, chacun son métier. Puis je savais d'ailleurs les exigences, puis mon indiscipline chronique me proposait j'ai eu la chance, encore une fois, parce que Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup de chance dans mon parcours, de faire quelque chose d'extrêmement intéressant là, avec l'équipe de Gilles Rémillard, puis de Diane Villémy et des autres. Là. Quel rôle avez-vous joué dans l'accord, la construction de l'accord du Lac-Meech? Le rôle de joindre avec la fonction publique, beaucoup, les principaux intervenants dans la fonction publique québécoise. J'essayais d'être... Moi, évidemment, j'étais dans l'ordre politique. Alors, je faisais le pont, etc. Avec le premier ministre, avec les députés, beaucoup, avec le parti. J'essayais de donner un peu plus de profondeur, d'enracinement sur la démarche. Là. Je pense que c'était mon rôle comme dans l'entourage du premier ministre. Et finalement, le succès de Meech Lake, est-ce que c'était à peu près ce que M. Bourassa et le Québec voulaient? Bien, c'était une étape, comme on disait à l'époque. Mais ça nommait le Québec au Canada. C'est ça qui était très important. De dire le Québec apporte un élément absolument déterminant et unique. Aucune autre région, quels que soient les mérites des uns et des autres, à la construction de l'identité, de la personnalité politique et culturelle canadienne. Donc, il faut que ce soit reconnu. Et la loi de 82 ne le reconnaît pas. Là. Elle considère le Québec comme illégal, etc. Alors, ça, c'était quelque chose d'extrêmement important, de nommer le Québec, de l'appeler par son nom. Il y a quelque chose de plus... Et ça, c'est ce que les Québécois voulaient. Mais ce n'était pas la fin de la démarche, parce que l'histoire continue. Mais c'était une étape extrêmement importante qui, malheureusement, à cause de la bigoterie de certains, n'a pas pu se concrétiser. Est-ce que c'est les 3 années qu'on a donné aux ça, provinces de donner leur accord? Ça, c'est probablement été une erreur partagée par tout. Parce que quand M. Mulroney a convoqué Meech, au Lac-Meech, là, on avait, à cause de nos réunions et de nos rencontres, on avait la quasi-certitude qu'il y aurait un accord. Okay. C'était une immense surprise pour l'opinion publique parce que personne n'avait vu ça, parce que ça s'était fait extrêmement discrètement. Alors, le travail avait été fait, là, vraiment, par les fonctionnaires, par les ministres, etc. Et alors, on fait Meech, etc. Mais après ça, évidemment... mais assez curieusement, personne, parce qu'il y a eu Meech, pour ça, il y a eu à l'édifice Langevin, la rédaction, etc., il y a eu quelques étapes ultérieures. Mais personne, en tout cas, je ne me souviens pas, que ni au niveau politique, ni au niveau des fonctionnaires, ou des attachés politiques là, comme moi, là, ne réfléchit sur le délai de 3 ans qui était prévu dans la Constitution, c'est-à-dire quand on a un amendement constitutionnel, chaque législature a une période de 3 ans, etc., de dire, écoutez, là, on est en politique, là, on est des premiers ministres là, autour de la table. Là. 3 ans, nous autres, c'était une éternité. Ah oui. Alors, là, le Québec l'a adopté, après ça, il va y avoir un certain nombre de provinces. D'autres ont eu des élections au Nouveau-Brunswick, M. McKenna est arrivé, etc., Peckford a perdu encore. Vous voyez, toute la vie politique s'est emparée de ça et ça a été un des éléments déterminants de l'échec, au fond. Mais si on avait
voté les résolutions très rapidement, si les premiers ministres avaient convenu de cette dimension politique-là, mais ils n'ont pas discuté d'une façon, enfin que je sache, là, de ce problème-là, qui était vraiment un élément déterminant. Merci beaucoup, M. Rivet.